Donc aujourd'hui, nous présentons dans le cadre donc de nos délégations communes entre la délégation à l'outre-mer et la délégation aux droits des femmes, donc cet avis sur combattre les violences faites aux femmes donc dans les outre-mer. Cet avis ne nous a sûrement pas échappé que donc c'était dans la continuité d'une étude que nous avions produite dans le cadre de la délégation aux droits des femmes en novembre 2014 sur les violences faites aux femmes, donc des plus visibles aux plus insidieuses. Cette étude traitait de l'ensemble des violences sur l'ensemble des territoires français, donc hexagone et outre-mer. Et il s'était très vite avéré que, au niveau des territoires d'outre-mer, il nous manquait beaucoup d'informations, il manquait aussi beaucoup de moyens, et donc il nous fallait traiter spécifiquement des outre-mer. Et donc le gouvernement a bien voulu donc nous saisir de cette question pour ce sujet particulier. Je suis particulièrement contente et émue aussi, puisque c'était moi qui étais la rapporteure de cette étude donc de 2014, et donc c'est un très bel aboutissement dans tous les sens du terme, très bel aboutissement parce que donc le gouvernement nous a suivis, mais également aussi par le travail qui a été fait. Je peux le dire d'autant plus facilement que j'y ai contribué de la même manière que mes collègues conseillères et conseillers, mais que je n'ai pas outrepassé mes prérogatives, ce qui fait que ce n'est pas mon travail personnellement, donc c'est vraiment facile de pouvoir dire que vous allez le voir d'ailleurs dans le détail. Je pense que nous avons produit un outil qui est vraiment pragmatique pour l'ensemble des territoires, que ce soit pour les pouvoirs publics, que ce soit donc les pouvoirs publics au niveau national, les pouvoirs publics au niveau local, mais également aussi pour les associations, pour l'ensemble en fait des actrices et acteurs qui s'occupent donc des femmes victimes de violences, et donc ça leur permettra d'avoir vraiment les clés. Après, il faudra quand même qu'il y ait les moyens qui soient mis en regard, puisque on ne peut rien faire quand même malgré tout sans moyens. On sait également que, d'ailleurs, je le connais en tous les cas, moi, pour les droits des femmes dans le budget du gouvernement, c'est le plus petit budget. Donc forcément, après, ça pose quelques difficultés dans les différentes déclinaisons, et notamment pour les violences. Mais on espère vraiment que le gouvernement prendra pleinement conscience de la mesure de tout ce que nous avons à faire sur ce sujet, et que donc nous pourrons avancer. Mais je préfère que ce soit nos rapporteurs qui puissent vous exposer le contenu de cet avis. C'est aussi parce que nous ne parvenons pas, malgré de belles réussites, à résorber notre taux de chômage récurrent, qui est en général du double ou un peu plus du double de celui de la métropole. Et je ne parle pas du chômage des jeunes. La précarité sociale est un facteur aggravant. Bien entendu, on ne peut pas ne pas mentionner aussi, il faut faire preuve de lucidité, les traits particuliers et pesants des stéréotypes sexistes dans nos sociétés d'outre-mer, qui sont un des premiers facteurs, bien entendu, qui expliquent les violences faites aux femmes dans nos territoires. C'est vraiment un travail de longue haleine que de faire changer, dans les outre-mer et ailleurs, ces stéréotypes, mais je pense qu'en même temps, on constate que les campagnes qui sont menées produisent des résultats, et il faut continuer, il faut amplifier. Alors, je m'en tiendrai là. Je dirais cet après-midi que, puisqu'il nous manque un Guyanais, que la situation de la Guyane nous rappelle que la République est souvent en retard dans les Outre-mer. Et du reste, nombre de nos préconisations et recommandations donnent dans le rattrapage, dans la priorisation des moyens, compte tenu de la situation de prévalence des violences faites aux femmes dans les Outre-mer. Donc, effectivement, il est bien que ce soit une étude nationale qui vienne conforter les efforts des acteurs locaux, régionaux, dans les différents territoires, et qui donne à cette lutte contre la violence faite aux femmes toute la dimension qu'elle doit avoir, c'est-à-dire une dimension à beaucoup d'égards prioritaire pour l'avenir de nos territoires.
je passe la parole à notre co-rapporteur, que je tiens à saluer, mais non sans m'être retourné un moment vers ma voisine de droite pour vous signaler, signe des temps, que le groupe Outre-mer a élu hier soir à sa présidence Madame Inès Bouchot-Choisy, un collègue de Saint-Barthélemy, et je pense que c'est peut-être la première fois qu'une femme préside le groupe Outre-mer au CESE. Et je pense que c'était l'occasion de vous le faire savoir. Je passe donc la parole à Ernestine Rouanet. Merci, cher Dominique Rivière. Donc peut-être un petit mot pour démarrer dans la suite de ce que vient de dire Dominique, à savoir, la première chose à dire, c'est que les violences faites aux femmes, vous le savez, c'est pas une originalité, c'est partout, de tout temps, en tout lieu. Et ça nous paraît important de le dire lorsqu'on parle aussi des Outre-mer. Évidemment, ce qui sous-tend les violences faites aux femmes, ce sont les inégalités qui perdurent partout sur la planète entre les hommes et les femmes. Ce qu'on peut constater, c'est que ces inégalités sont importantes dans l'Hexagone, mais elles sont souvent renforcées dans les Outre-mer, comme vient de le dire Dominique Rivière. Un petit mot sur ces stéréotypes de sexe pour redire ce que vous savez, mais que je pense qu'il est toujours important de redire. C'est de quoi il s'agit. Eh bien, il s'agit de penser qu'il y a une nature féminine, que les femmes sont douces, fragiles, destinées à la maternité, à s'occuper de la maison, etc., des tâches domestiques et parentales, et que l'homme, lui, avec sa force, eh bien, il serait plutôt protecteur, pourvoyeur de revenus, et qu'il a une autorité naturelle de chef de clan ou de chef de famille. Ça peut paraître quelque chose d'un autre temps. Effectivement, il s'agit d'une représentation archaïque, mais qui perdure partout, et également, bien sûr, dans les modèles traditionnels, parce que ça dépend aussi de la place des femmes dans les sociétés. Et cette place, elle évolue. Elle est en train de bouger, et elle bouge aussi partout. C'est ce qui me fait renforcer ce que vient de dire Dominique Rivière sur l'espoir que nous avons, que tout cela bouge et change, parce que nous sentons bien qu'il y a des choses qui sont en train de bouger. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est la question... notre avis donne un certain nombre de recommandations qui sont basées sur des constats précis, aussi précis que nous avons pu le faire, disons-le peut-être plus modestement, mais quand même. D'abord, la question de l'ampleur des violences, l'ampleur des dégâts, je vais dire. Donc, selon l'enquête nationale sur les violences faites aux femmes en 2012, par exemple en Polynésie française, 2002 en Polynésie française, les violences physiques sont 8 fois supérieures à celles de l'Hexagone et 7 fois en ce qui concerne les violences sexuelles. En Nouvelle-Calédonie, en 2003, la même enquête a été faite et cette fois-ci, les violences physiques, c'est 9 fois supérieur à l'Hexagone et les violences sexuelles, 7 fois supérieures. À l'île de la Réunion, l'enquête cadre de vie et sécurité de l'INSEE, réalisée en 2011, elle indique que les violences sexuelles sont 2 fois supérieures à celles de l'Hexagone et que les violences de la famille sont souvent très graves et se terminent malheureusement souvent par aussi des meurtres, des homicides, ou comme nous le disons, des féminicides. 2011. La Réunion. Non, la Polynésie. La Polynésie, c'est 2002 puis 2003. Comme vous l'entendez, vous l'entendez quand je raconte les histoires, l'ampleur des violences, vous entendez bien qu'une enquête de 2002, une enquête de 2003, une enquête de 2011, on voit bien la disparité des enquêtes et ça amène notre première recommandation qui est d'avoir des enquêtes unifiées. Et donc, actuellement, il y a une grande enquête qui a été déployée sur l'Hexagone, qui s'appelle l'enquête Virage, qui, elle, devrait être déployée sur l'ensemble des territoires d'outre-mer. Donc, ce serait la première recommandation.
La deuxième recommandation, je vais vite, ce serait aussi de savoir les solutions qui sont apportées, parce que bien sûr, il y a l'ampleur des dégâts, et puis il y a des solutions qui sont apportées. Et c'est pourquoi nous préconisons qu'il y ait un annuaire national qui soit donc prioritairement décliné sur les Outre-mer, pour aussi savoir ce qui existe, et donc permettre aux femmes d'être bien orientées. Le deuxième axe que nous avons choisi, j'ai oublié de dire en introduction, j'aurais dû vous le dire, il y a 6 axes et 40 préconisations. Et donc le deuxième axe sur lequel nous avons travaillé, ce serait d'améliorer la coordination, la coopération des différents acteurs. Et comme vient de le préconiser la loi pour une égalité réelle dans les Outre-mer, la loi de février 2017, nous préconisons la création d'observatoires territoriaux des violences faites aux femmes sur chaque territoire des Outre-mer. Il s'agit de structures partenariales entre les services de l'État, les collectivités territoriales, les associations. Ça existe dans l'Hexagone, ça existe aussi à l'île de la Réunion, où cet observatoire a une activité tout à fait intéressante et vient de faire vivre des états généraux de lutte contre les violences faites aux femmes avec 1000 participants. C'est dire que là, il y a une réelle mobilisation. Ça, c'est à La Réunion. Mais ce n'est pas dû à notre initiative, c'est dû aux résultats, aux meurtres nombreux qui ont eu lieu, les féminicides nombreux qui ont eu lieu l'année dernière et qui ont motivé la tenue de ces états généraux à La Réunion. Oui, mais qui ont été possibles parce qu'il y avait déjà tout un travail antérieur de coordination entre les différents acteurs. Donc ces observatoires ont des objectifs simples, établir un diagnostic partagé, enrichir la connaissance et puis trouver des solutions bien sûr et évaluer aussi ensuite tous les dispositifs existants. Et puis nous avons une attention particulière sur les délégués aux droits des femmes. Il n'en existe que 7 dans les Outre-mer et nous souhaitons qu'il y en ait partout avec des postes, on va dire des temps pleins, et puis aussi des budgets alloués qui correspondent aux besoins. Le troisième axe, c'est la formation professionnelle, des professionnels, c'est la prunelle de nos yeux toujours. Bien sûr, dans les Outre-mer, il existe de la formation professionnelle, ça n'est pas une particularité pour les Outre-mer. Mais nous voulons insister sur l'idée qu'il y a, pour être bien reçu, bien orienté, bien prise en charge, il faut que les femmes victimes de violences, lorsqu'elles viennent révéler des violences, soient face à des professionnels formés. Et donc nous avons ciblé 3 types de professionnels qui sont aux premières loges, on dira. D'abord, bien sûr, les forces de sécurité, police, gendarmerie, et qui doivent être formés au psychotrauma parce que pour bien comprendre une victime, il faut être formé. Si les policiers font bien l'enquête préliminaire, derrière, il y a les magistrats qui eux aussi doivent être formés. Et là, nous avons une mesure spécifique. Nous disons qu'il faut créer un poste pour la justice de coordonnateur de la formation continue dans les Outre-mer. Et puis le troisième type de professionnel, c'est les professionnels de santé, parce qu'évidemment, si j'ai été gravement victime, la première personne que je vais aller voir, c'est forcément les médecins, les professionnels dans les centres de santé et les hôpitaux. Donc, ces 3 types de professionnels plus particulièrement ciblés. Le 4e axe, vous allez voir, c'est assez logique, c'est la prévention et la sensibilisation. Alors, quand on dit prévention, on pense d'abord aux jeunes, donc on cible davantage les jeunes au départ. Et là, on va penser à une particularité, c'est que les grossesses précoces, malgré des progrès significatifs, donc je devrais dire les grossesses précoces non désirées, sont plus nombreuses qu'en métropole. Et évidemment, la question de l'inégalité d'accès à la contraception pose une question. Et donc, et si on regarde ces jeunes femmes, donc très jeunes mères, si on regarde leur parcours, on s'aperçoit qu'elles ont un parcours marqué par la précarité, des trajectoires scolaires plus courtes, des échecs scolaires plus fréquents, évidemment pas de maîtrise de la contraception, et souvent des violences sexuelles. Et donc, nous proposons de renforcer les moyens
pour les antennes du Mouvement français pour le planning familial et de créer un centre à Mayotte qui n'existe pas, un centre de planification familiale. Autre élément de progrès pour les jeunes toujours, c'est de mener des actions contre les stéréotypes sexistes et les violences sexistes dans les écoles et les universités. Et là, ça nous paraît un axe important. Il existe des actions innovantes de sensibilisation des jeunes contre les stéréotypes sexistes et les violences, et ça a été mis en place dans le cadre d'un fonds d'expérimentation pour la jeunesse. Et nous recommandons que lorsque ces projets sont des projets évalués positivement, eh bien qu'ils soient inscrits dans la durée, puisque une bonne politique, c'est une politique qui dure. Et puis, d'une manière générale, on pense qu'il faut mieux organiser, financer, évaluer l'éducation à la sexualité, comme le préconise le Haut Conseil à l'égalité femmes-hommes, et comme le préconise aussi le CESE de Nouvelle-Calédonie. S'adresser à l'ensemble des populations ultramarines, ça suppose des campagnes d'ampleur, d'affiches, de spots télé, de clips, et nous signalons, on a plaisir à signaler une initiative qui est de Mayotte, qui est de créer des telenovelas, comme il y a en Amérique latine, et qui va permettre donc une sensibilisation vraiment du grand public. Voilà. En ce qui concerne le parcours de sortie, il nous semble qu'il faut le consolider largement. Et tout à l'heure, en écoutant Dominique Rivière, je me disais qu'en effet, c'est sur le parcours de sortie que nous devons travailler au rattrapage en termes de moyens pour les Outre-mer, et que là, c'est extrêmement pertinent. Donc, parcours de sortie, donc on l'a mis en 5 points. Le premier, évidemment, c'est mieux repérer et mieux orienter. C'est assez logique. Donc ça suppose de créer des lieux pour ça, des lieux d'accueil, d'orientation, de mettre dans les commissariats, les gendarmeries, des personnels, donc des intervenants sociaux. Et puis, donc ça c'est le premier point, pardon. Le deuxième point, ça va être les préconisations relatives à la santé. Je ne vous cite pas tout, mais je vous en prends 2. Sur l'Hexagone, on a récemment développé dans les services d'urgence des référents violences faites aux femmes. On souhaite que ça se développe également, qu'on soit bien attentif à ce que ça se développe bien partout dans les services d'urgence, dans les Outre-mer. Et puis, les soins en psychotrauma gratuits, c'est également une des mesures sur lesquelles nous travaillons au niveau donc national, et il nous semble très important de les développer dans les Outre-mer. Ça existe déjà à La Réunion, ça va se développer aussi en Nouvelle-Calédonie, et il faut donc que ça continue à se développer sur l'ensemble des territoires. Pourquoi ? Parce que les femmes qui sont gravement victimes sont soumises à un stress très important, et donc avec des conséquences psychologiques et psychotraumatiques graves. Elles ont donc besoin, pour s'en sortir, de soins particuliers. Et puis, il y a la question de la politique pénale, parce qu'un parcours de soins, un parcours de sortie, ça nécessite une politique pénale réactive, donc une question de moyens et de nombre de magistrats, c'est une évidence. Et puis, peut-être un autre élément, c'est d'avoir des services donc, de proximité, de justice, et enfin des traducteurs, parce que pour bien comprendre la procédure et bien se faire comprendre, on a besoin d'avoir des traducteurs si on ne parle pas bien le français. Et enfin, nous reprenons les propositions du CESE local en matière de politique pénale et civile d'ailleurs, qui sont donc du rapport du CESE local de Nouvelle-Calédonie. Ça nous paraît tout à fait important. Donc ça concerne l'accès et l'accélération, l'amélioration et l'accélération de la procédure civile et judiciaire d'une manière générale, on va dire, pour les femmes victimes de violences conjugales.
Le troisième point concerne les mesures pour accroître les solutions de mise à l'abri. Et donc là, le rattrapage est une évidence. On manque cruellement de lieux d'hébergement pour les femmes victimes de violences. Et évidemment, derrière, si on veut que les femmes, une fois qu'elles sont reconstruites, puissent aller vers une vie ordinaire, il faut des logements sociaux. Et donc, il faut des conventions entre les bailleurs sociaux, l'État, les collectivités territoriales et les associations pour sortir vers des lieux ordinaires. Peut-être une pensée pour les lieux d'hébergement et les appartements vers les femmes victimes en situation de handicap. Ces femmes ont aussi besoin qu'on pense à l'accessibilité. Et puis, l'accès des femmes à l'emploi et à la formation, ça suppose des formations des agents, des managers, notamment dans la fonction publique et dans les entreprises d'ailleurs, et puis d'adapter les formations aux femmes victimes de violences. Responsabiliser les agresseurs, il n'y a pas de bonne politique publique si on ne pense pas aux agresseurs, et donc responsabiliser les agresseurs dès les premières violences, pas attendre que ça s'enquiste et qu'il lui casse le bras. Donc, une évaluation des dispositifs qui existent déjà afin d'améliorer la prise en charge des agresseurs. Et la dernière mesure, c'est prendre en charge certaines populations fragilisées, les femmes en situation de handicap, mais aussi les femmes prostituées, les femmes migrantes et les femmes sans domicile fixe. Le dernier axe, Pascal Vion en a déjà parlé, c'est la préconisation relative aux moyens. Évidemment, ça suppose des moyens et d'avoir une visibilité sur les moyens attribués pour la lutte contre les femmes victimes de violences dans les Outre-mer, aussi bien dans le budget des droits des femmes que dans le budget des Outre-mer. Et puis, évidemment, ça suppose d'augmenter les moyens en direction des associations qui font un travail remarquable sur les territoires. J'ai été rapide. 40 préconisations, 6 axes. Vous avez entendu que c'est assez concret et même précis. Et si vous regardez dans le document qui est sorti, vous verrez que c'est très précis, très concret. Pourquoi ? Parce que nous pensons qu'il faut deux choses. Il faut pouvoir rapidement améliorer la situation, donc il faut donner des idées concrètes. Et deuxièmement, il faut pouvoir assurer un suivi, une évaluation précise des préconisations que nous faisons. Et donc, avec Dominique et les collègues, nous allons prendre notre bâton de pèlerin pour faire connaître cet avis et lui donner une vie. Et nous aurons un travail de suivi. Restez connectés aux Outre-mer avec outremernews.fr. Gravure en 3D au cœur du verre. La photo 3D qui ne change jamais. Œuvre raffinée, originale et éternelle. Nous gravons suivant vos demandes à partir d'une photo ou d'une prise de vue réalisée avec notre scan 3D. Prix très abordable. Le bloc de 6 cm par 4 avec une personne gravée est à 40 €. Le bloc de 8 cm par 5 avec 2 personnes gravées est à 60 €. Venez avec vos photos ou adressez-les par mail ou SMS. Pour plus d'infos, 06 47 42 01 30.